les Méli-Mélos, heureuse de vous retrouver pour cette émission de cette semaine où on va parler des violences conjugales. Donc un thème très sérieux à ne pas prendre à la légère. On va explorer les différents contours de cette question et surtout se demander que faire, comment se comporter lorsqu'on est soit concerné directement par la violence conjugale, soit concerné indirectement parce qu'on est témoin ou qu'on est inquiet pour quelqu'un. Et bien sûr, pour en parler, ma très chère Ama, comment vas-tu? Ça va et toi, Natilo? Ça va. Tranquille, oui. tranquille. Oui. Oui. Face à un thème sérieux, donc bon, ça nous a valu quand même de bonnes réflexions. Hein? Ah ben oui. Voilà, quoi dire. Et puis surtout, apporter, c'est notre objectif, hein, démêler l'œuvre et du faux. Bien sûr. Parler aussi de ce dont les autres ne parlent pas, d'accord? On va le voir au fil. On va développer. Exactement. Donc, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Allons-y. Violence conjugale. Quand je dis violence conjugale, qu'est-ce que ça t'inspire? Quels sont les premiers mots qui te viennent? Eh bien, maltraitance, isolement. Oui, j'ai dit isolement, blessure, bleu, honte. Ouais. Honte dans le mauvais camp, d'ailleurs. Ouais, dans le mauvais camp. Ouais. Honte quand même. Ouais. Mais tu vois, dès le départ, je suis sûre que on aborde déjà la chose différemment. C'est vrai que quand on parle de violence conjugale, souvent les gens entendent violence physique avec des bleus uniquement. Et là, direct, tu nous parles déjà de la honte, de la maltraitance, des phénomènes dont on ne parle pas assez souvent. Oui. Voilà. Et puis, il y a aussi notre position de thérapeute qui fait que nous n'avons pas aussi la même vision de la violence conjugale, la même vision populaire, c'est-à-dire que la violence conjugale n'est pas que les coups et blessures, quoi. Exactement. Alors, on va quand même définir pour les téléspectateurs, même si ils verront bien au fil de l'émission qu'on ne peut pas se cantonner aux définitions classiques. Donc, déjà se dire que la violence, c'est une question de santé. C'est reconnu. En tout cas, c'est un sujet qui intéresse ces organismes de santé, notamment l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Et l'OMS nous propose une définition, donc je vous donne lecture. Ils disent que la violence, c'est l'utilisation intentionnelle de la force physique, de menaces à l'encontre des autres ou de soi-même, contre un groupe ou une communauté qui entraîne ou risque fortement d'entraîner un traumatisme, des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou un décès. Voilà. Et donc, cette définition de la violence, donc ça, c'est la violence en général, mais bien sûr, elle est aussi... Elle se décline dans plein d'autres formes qui ne sont peut-être pas expliquées dans la définition, mais en fait, à partir du moment où ça devient confortable pour un des partenaires, on est dans un cas de violence. Ça, de violence, voilà, exactement. Et donc, bien sûr, hein, on l'a dit, les formes de violence. Donc, on a les violences physiques, le fait il m'a tapé ou elle m'a tapé. On reviendra à cette question de elle m'a tapé. Les violences sexuelles. On a aussi les violences verbales. Donc, oui, on a le moment facile en Martinique, mais c'est une violence verbale, d'accord, qui trouve sa place dans le couple. Et donc, c'est une violence conjugale. On n'est pas tous forcément à l'aise avec le moment au même titre que tous. C'est sûr. Et puis aussi, on a la terreur, les menaces. Il y a la violence économique. La violence économique, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de la violence économique? Je travaille, je suis avec... Je dis un homme parce que je suis une femme qui fréquente des hommes. Hein? Enfin, un homme, mais vous avez compris. Je travaille, je suis une femme et mon homme décide que ma carte n'est pas ma carte bleue. Il gère mes dépenses. Je dois passer par lui pour mes dépenses, avec un climat de violence. C'est-à-dire que ce n'est pas un contrat que nous avons passé. Bon, écoute, je suis nulle en gestion d'argent, je gère mon argent pour moi. C'est vraiment quelque chose qui rentre dans le couple de façon insidieuse où ça va être... déjà, c'est moi qui vais gérer ta carte. Exactement. C'est pas ton argent, c'est mon argent. Exactement. Et bon, alors même si c'est pas exactement la même chose, mais quand tu parles de la violence économique, qui est un point qu'on doit traiter sérieusement, hein, parce que l'un ou l'autre des partenaires qui est en dépendance économique
avec une intention de nuire ou d'user de force, forcément, ça crée des problématiques psychologiques. Cette personne ne prend pas sa pleine place de personne adulte, en fait, dans le couple. Exactement. Et elle se fait violence. Elle-même, elle peut avoir aussi des mauvais comportements ou je ne sais pas. Mais en tout cas, se faire violence en permanence. J'ai eu le cas de maman qui, pour ne pas dépasser le budget décidé par l'homme, ne mangeait pas, par exemple. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que l'homme mange plus qu'elle et donc elle préfère ne pas manger parce qu'il y a un budget à respecter. Il faudra que je puisse rendre compte de ce que j'ai bien pu faire du budget qu'il m'a alloué pour la maison. Et ça, c'est effectivement quelque chose de violent parce que ça développe des comportements, je ne dirais pas pathologiques, mais en tout cas pas normaux, ou en tout cas pas, qui ne permettent pas de s'épanouir et puis de maintenir la santé, quoi. Quand une femme me dit non, j'ai juste pris un yaourt parce qu'il n'y avait pas assez ou quelque chose comme ça, pour moi, on rentre dans le cadre de la violence dans le couple. Et cette question, le fait de parler d'économie, ça me rappelle un petit peu le sujet que tu avais mené sur la dette. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on parlait de la dette sexuelle, mais la dette en général est une violence dans le couple. Oui. C'est ça. Donc, il faut vraiment prendre le temps d'éclaircir tous ces points-là. Vous qui nous regardez, réfléchissez, posez-vous la question de savoir dans quelle situation vous êtes. Si vous l'êtes. En tout cas, si vous ressentez un mal-être. On n'est pas en train de dire qu'il faut aller chercher la petite bête là où il n'y en a pas. On est en train de dire que... C'est sûr. Voilà, c'est ça. Ce serait dommage. Mais en tout cas, cherchez, vérifiez que tout va bien et que votre mal-être, en tout cas, essayez de savoir d'où ça vient, quel est le type de violence face auquel vous vous trouvez. Voilà. Donc, on continue. Oui. Parlons maintenant de ces violences dont on parle moins. Tu disais tout à l'heure l'isolement. Oui. Alors, l'isolement, c'est une violence également puisque nous sommes des êtres libres. Donc, on va tomber sur un partenaire ou une partenaire qui, ça va commencer petit. C'est-à-dire que c'est rare les cas de violence directe. C'est-à-dire qu'on ne rencontre pas la personne est violent ou violente avec moi directement. Et puis, on se met en couple. C'est toujours de façon insidieuse, c'est-à-dire qu'il y a un processus vraiment où, au début, ce sera « Ah ouais, tu sors, tu me laisses tout seul ou tu me laisses toute seule. » Ensuite, ce sera « Ah, malgré tu sais que je n'aime pas être seule, tu t'en vas quand même. Bon, ben, ok, c'est comme ça que tu m'aimes. » Et puis, finalement, ce sera « Si tu sors, c'est fini entre nous. » Exactement. Et puis, on rentre dans une machine, effet boule de neige, où l'un des partenaires est lésé, ne peut plus sortir, ne peut plus parler à sa famille, ne peut plus recevoir ses amis, ne peut plus recevoir d'appels de ses amis, ne peut plus... Et du coup, ça me fait passer à faire le lien avec d'autres violences. Et puis, le partenaire qui est privé de sa liberté peut soit se plier, et donc, le partenaire m'isole, et c'est comme ça, ou alors frauder les interdictions de son partenaire ou de sa partenaire. Et puis, ça peut faire la violence monter d'un cran, puisque tu as transgressé l'interdiction, donc je te fous une volée. Exactement. C'est légitime, en fait. Voilà, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que cette machine, en fait, ce processus d'isoler l'autre, souvent se fait dans une démarche de domination. Et finalement, celui qui isole, il justifie, il donne du sens à l'isolement qu'il produit. Et quand tu dis que ça ne se fait pas de but en blanc, ça prend tout un temps. Il y a vraiment une manipulation psychologique qui est mise en place où on va convaincre le partenaire que c'est mieux pour lui de se retrouver seul. Voilà. Par exemple, ta copine est jalouse de toi. Exactement. Tu ne devrais pas la fréquenter. Tu n'as pas remarqué que ta maman préfère ton frère, ta maman préfère ta cousine. Exactement. Et je veux aussi préciser, le processus il n'y a pas un temps clé pour le processus. Ça peut être très rapide, 2 semaines, comme ça peut être long, 3 ans, Exactement. 2 ans. Et quand c'est plus long, c'est vrai que c'est plus difficile pour le partenaire, pour la victime, de se rendre compte. Exactement. Pire encore,
Quand on parle de violence conjugale, comme on entend le mot conjugal, on s'imagine des personnes qui vivent ensemble. Non, pas du tout. Exactement. Sauf que ça existe aussi chez les jeunes. Je veux partager une anecdote. Donc, c'est une jeune qui avait une relation assez proche de sa mère et assez fusionnelle, disons. Et c'est vrai qu'ils avaient leur code éducatif. Quand sa maman l'appelait, elle répondait, oui maman, j'arrive, on fait des choses comme ça. Et ça arrivait qu'elle puisse... en fait, cette jeune-là avait tendance à donner la priorité à sa mère. Et elle a fréquenté un jeune homme. Et dans la relation, il a vraiment essayé de casser ce lien avec la maman. Mais dis à ta maman qu'on est au téléphone. Demande à ta maman d'attendre. Et en fait, ça n'a l'air de rien. Ça n'a l'air de rien. Mais en fait, ce qui s'est réellement passé, c'est que le jeune homme n'a pas respecté le fonctionnement familial, les habitudes de sa partenaire et a voulu casser ça. Sauf que le problème de lui dire non, ta mère n'a qu'à attendre ou dis à ta mère que tu es au téléphone et reste avec moi au téléphone, c'est aussi créer un nouveau conflit. Je t'ai appelé, tu ne me réponds pas. Ah, mais tu ne vois pas que je suis au téléphone, etc. Et ça crée une dispute. Et donc, du coup, ce partenaire qui dit demande à ta maman d'attendre, c'est le même qui va dire non, mais est-ce que tu réalises que ta maman a tort? Et donc, ça crée des situations de conflit et d'éloignement avec la sphère de départ de chacun, en fait. Ouais. Et donc, si je prends cet exemple-là, c'est surtout pour dire que la volonté d'isoler, elle existe à tous les âges. Elle n'appartient pas à une catégorie, d'accord? Et puis, elle est très insidieuse parce qu'on pourrait se dire qu'au départ, c'est juste une question de... Il a envie de passer du temps avec moi. Exactement. Il a envie de passer du temps avec moi. Et puis, de bon sens. Mais tu as vu que je suis au téléphone, tu me parles. Tu as vu que je suis au téléphone, tu m'appelles. Tu vois? Donc, on peut se dire, non, mais en réalité, c'est la maman qui a tort. Elle a vu qu'elle est au téléphone. Je ne suis plus un enfant. Respecte mon intimité, respecte mon cadre, etc. Beaucoup de choses qui sont légitimes, ou en tout cas rendues légitimes, et qui vont permettre à celui qui est en train d'isoler d'avoir raison. Voilà. Donc, il faut faire vraiment attention. Toujours protéger son environnement premier avant. Se dire, bon, ben, j'avais telle habitude, ça fonctionnait bien. Il faut que chacun y mette un peu du sien. Alors, bien sûr, on fait attention aux parents très envahisseurs ou des parents toxiques aussi, ça existe. On en a déjà parlé dans une émission. Bien sûr. Mais il faut faire attention à ce que son environnement ne change pas de trop au profit d'une relation. Pas de sacrifice. Pas de sacrifice, voilà. Concession, compromis, mais pas de sacrifice. Exactement. Exactement. Donc, pour revenir à l'isolement, donc, il faut bien comprendre que faut faire le lien. Alors, dans tout ce qu'on va dire aujourd'hui, il faudra bien faire la nuance entre un partenaire qui dit « Ne sors pas ce soir, reste avec moi, j'ai envie de passer du temps avec toi » et un partenaire qui sera... et souvent, le partenaire ne voudra pas que la victime sorte, mais la victime, en restant à la maison, va essuyer la colère du partenaire qui est vexé que la victime ait eu la mauvaise idée de sortir. Donc, finalement, c'est même pas pour passer un bon moment, ce sera pour passer un moment de reproche, un moment d'isolement, de culpabilisation. De culpabilisation, où si tu m'aimais vraiment, tu ne serais pas sorti, tu n'aurais pas proposé ça à tes copines sans passer par moi, tu ne sais pas si j'ai pensé à faire un truc avec toi, tu as voulu sortir. Donc, c'est aussi de la violence. Et puis, c'est surtout le caractère répétitif de la chose. Voilà, c'est ça. Passons maintenant à la question de l'humiliation. Quand on parle de violence, encore une fois, souvent dans les publicités, lorsqu'on nous montre, bien souvent ce sont les femmes, hein, oui. Mais lorsqu'on nous montre quelqu'un qui est victime de violence conjugale, on nous montre quelqu'un avec un tocard, un œil au beurre noir, la bouche enflée, etc. Mais on ne nous parle pas de l'humiliation. C'est un point très important, l'humiliation. Oui. Alors, l'humiliation, on peut retrouver des cas où, devant les amis, devant la famille, « Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Franchement, t'es trop nul. Même ton pote Jean-Pierre fait ça mieux que toi. Tu ne sais même pas griller une viande. » Et en fait, il faut aussi faire la nuance. On a bien le droit de dire à son partenaire « Non, t'exagères, tu sais pas faire cuire un peu de poulet grillé. »
Mais c'est vraiment le caractère où je veux t'humilier devant tes amis, te montrer que tu es nul Voilà. et que tu peux compter que sur moi. Exactement. Et ça rejoint un peu l'isolement. Oui, Oui, l'isolement. oui. Où le partenaire voudra montrer à sa victime, tu vois, tu ne sais rien faire et il n'y a qu'avec moi que tu peux Exactement. Il n'y a être que productif. moi qui supporte quelqu'un comme toi. Voilà. Il n'y a qu'avec moi que tu peux trouver un appui. Il n'y a qu'avec moi que tu peux trouver quelqu'un qui te supporte. Exactement. Tu es trop nul. Exactement. Tu vas trouver personne pour rester avec toi. Qu'est-ce que tu sais faire? Et donc, ça rejoint un petit peu. Mais l'humiliation, ça va passer par... Et puis aussi, mettre les amis ou l'entourage mal à l'aise. C'est ça. Parce que lorsque le partenaire violent va faire ça 2-3 fois, ni les amis, ni les parents ne voudront se retrouver au même endroit que ce couple-là, dans tous les cas. Donc, ça va vraiment de pair avec la question de l'isolement. Oui. Alors, pour cette histoire d'humiliation, je veux rajouter aussi que souvent, alors, encore une fois, souvent, ce sont des femmes qui en parlent. Elles disent, bon, c'est vrai qu'il a fait ça, mais au moins, il ne me bat pas. Il ne m'a jamais touché. Hein. Il ne m'a jamais tapé. Il ne m'a jamais... Mais c'est vrai que des fois, il me dit des choses, je me dis, mais c'est pas possible. Il n'a jamais levé la main sur moi. Il n'a jamais crié. Oui. Ça va jusqu'à il n'a jamais crié. Mais n'empêche que ça reste de l'humiliation. Et exactement. Et vraiment, c'est une cause forte des dépressions, des pertes d'estime de soi, perte de confiance en soi, une dévalorisation permanente. Et ça peut aller très très loin dans le couple. Parce que justement, on est un couple, on s'autorise la possibilité de parler de tout. D'accord? De tout. Et donc, on peut aller très très loin dans l'humiliation. Ce ne sera pas juste tu es laide ou voilà. Ça peut aller à tu ne sais pas faire à manger. Tu ne sais pas nettoyer la maison. C'est à cause de toi si... On a des dettes. Voilà. Tu ne sais pas gérer. Et en fait, ces petits gestes-là, ces petites paroles-là, et je dis gestes, donc c'est un lapsus finalement révélateur, parce que ce ne sont que des paroles. On aime bien dire parole, c'est vent, mais une parole peut avoir le poids d'une calotte. Tu vois? Une parole peut avoir le poids d'un coup de couteau, d'un coup de poignard, en fait. Et donc, il faut faire vraiment attention à ce qu'on dit. Il y a le temps du reproche. D'accord? Maintenant, quand il s'agit de reproches répétitifs et d'une volonté d'humilier, tu ne sais pas faire, regarde-toi, regarde à quoi tu ressembles, tu sens mauvais, tu ceci et tu cela, là on est vraiment dans une démarche, une volonté d'humilier l'autre et c'est une violence conjugale dont on ne parle pas assez souvent. Exact. Parlons maintenant de... Alors, ça revient à la maltraitance, voilà, mais qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire de la maltraitance? Quelle différence on pourrait faire entre l'humiliation justement et la maltraitance? Mais selon moi, la maltraitance, c'est l'ensemble de toutes ces choses-là. C'est-à-dire que même pour un animal, maltraitance, ça englobe ne pas le nourrir, lui donner des coups, le traîner par terre, ne pas lui donner de l'eau. Donc, c'est plusieurs choses. En fait, je pense que les insultes, les coups, l'isolement, pardon, voilà. Mais en fait, ton exemple, il est génial, en fait. Parce que ton exemple permet en fait de pouvoir simplifier ce qu'on arrive à faire pour les animaux et qu'on n'arrive pas à faire pour nous-mêmes, en fait. Parce que ce n'est pas aussi visible. On va avoir un chien attaché en laisse, ou enfin avec une chaîne. Une chaîne de 20 cm. Voilà, on aura tendance à dire, mais ce chien est maltraité, il est privé de sa liberté. Par contre, quand il s'agit de personnes humaines, on arrive moins bien à le formuler. Donc, en fait, c'est un superbe exemple, en fait. Oui, c'est ça, c'est l'ensemble, en fait, puisque... Ne pas lui donner suffisamment à manger. C'est pas ne pas lui donner à manger, ne pas lui donner suffisamment à manger, ne pas le baigner suffisamment, ne pas être attentif à ses besoins. Eh bien, c'est de la maltraitance. Exact. Voilà. Et donc, quand on se met en couple, il faut être attentif aux besoins de son couple. Ce n'est pas la priorité. Notre priorité reste nous-mêmes. Mais il faut pouvoir accorder à l'autre un minimum, un bon traitement en fonction de tous ses besoins. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, on continue. Ama, la violence conjugale, une affaire d'homme ou une affaire de femme? Alors, j'attendais vraiment qu'on parle de ça parce que, selon moi, c'est important. Alors,
J'entends et je reçois bien les messages des hommes qui disent oui, mais la violence conjugale, il y a des hommes battus. Je sais et je suis persuadée qu'il y a beaucoup plus d'hommes battus que ce qu'on entend et ce qu'on voit. Seulement, il y a la réalité, la vérité. Il y a beaucoup, mais les chiffres sont vraiment choquants. Ouais. Il y a beaucoup plus de femmes victimes de violences que d'hommes. Les hommes victimes de violences peuvent trouver un espace, même si c'est plus difficile, je le conçois, parce que même si on a toute la bienveillance du monde, on peut trouver des institutions où l'homme qui va venir raconter son histoire sera moqué. C'est ça. Par des femmes elles-mêmes victimes de violences. Exactement. Mais je rebondis juste par rapport à ton exemple. Alors, je ne vais pas donner de nom pour préserver la tranquillité, je dirais, du couple en question. Mais dans une commune du nord de la Martinique, il y avait un homme qui était battu. Et c'était une affaire connue de tous. Et on disait l'homme battu. C'est-à-dire que son petit nom, c'était l'homme battu. Son surnom, son pseudo, d'ailleurs, je ne connais ni son prénom, ni son nom de famille, ni son âge. Je sais juste que c'est lui, l'homme battu. Et en fait, les gens parlaient avec mais si, l'homme battu, etc. Comme si on disait, je sais pas moi, le musicien ou le guitariste, le chauffeur de bus, le guitariste, le cousin d'un tel, en fait. Et c'était vraiment tombé dans une banalisation impressionnante. Pire, on en rigolait. C'est-à-dire que c'était drôle, mais comment le gars peut être un homme battu? Donc, pour que nous, on puisse en parler un peu plus, il faut aussi que les hommes battus puissent en parler. On sait que c'est difficile. Oui, on sait que c'est difficile, mais mis à part le caractère en parler, moi, je n'ai jamais réussi à comprendre cette véhémence à dire oui, mais il y a aussi des hommes battus. Mais on a bien compris qu'il y a aussi des hommes battus. C'est-à-dire que, on va faire un exemple. Dans une classe de 100 personnes, d'accord? Il y a toutes les personnes qui ont des cheveux noirs sont décédées, et puis il y a 2 aux cheveux blonds qui sont, on va dire, bon, il y a 2 blonds qui sont décédés, mais on va s'intéresser aux cheveux noirs. Pourquoi il y a autant de cheveux noirs qui sont décédés? Voilà. Donc, on va bien s'occuper de la majorité et on va chercher effectivement à aider la famille des 2 blonds, mais on va plus s'intéresser à comprendre, mais pourquoi sur 100 personnes, il y a 80 aux cheveux noirs qui sont décédés, et bon, il y a 2 cheveux blancs qui sont décédés, mais ok, là. Donc, comprenez bien que c'est une bataille, la violence conjugale, tout simplement. Mais c'est aussi, dans la violence conjugale, une autre bataille qui prend une plus grande part, parce qu'il y a une plus grande part de chiffres qui parlent de femmes qui sont soit agressées, soit violées, soit tuées. Exactement. Donc, c'est pour cela qu'on en parle plus. Exactement. Il y a aussi ce rapport avec le patriarcat. Hein. C'est oui, voilà, c'est-à-dire que je ne minimise pas la violence conjugale lorsque c'est l'homme la victime, mais je veux que les gens comprennent, parce qu'on démêle le vrai niveau, que la violence conjugale faite aux femmes occupe une part plus importante. Et donc, c'est donc une part plus importante à sauver que la minorité des hommes battus. Exact. Même si on veut aider ces personnes également. Exact. Je propose aussi de voir cette question de est-ce une affaire d'homme ou de femme sous un autre angle, sur l'angle de la responsabilité. Moi, j'ai envie de dire que, alors, il faut bien comprendre que c'est une affaire. Alors, autant il y a plus de femmes battues que d'hommes battus, et donc on a l'impression que c'est surtout une affaire de femmes, autant j'ai envie que ça devienne une affaire d'hommes également. Je crois que ça doit vraiment préoccuper tout le monde sans exception, justement parce que les hommes se sentent par moments trop incriminés. Et puis, on en a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission, la question de l'éducation. On l'a vu avec l'émission avec les papas, où ils prônaient la dignité parentale, le droit de parler, le droit de dire leurs souffrances et leurs maltraitances, etc. Mais on attend d'eux aussi, de ces hommes-là, qu'ils puissent s'intéresser à la question de la violence conjugale aussi, en étant des garants pour que cette violence-là
ne se reproduit pas. Alors, je le dis aussi, tu sais, il y a une espèce de melting pot qui se fait dans ma tête, même par rapport à la question de la galanterie, où on parlait des capacités physiques. Pourquoi ce sont plus souvent les hommes qui sont de cette posture dominatrice violente? C'est parce qu'ils ont des capacités physiques scientifiquement prouvées supérieures à celle de la femme. Oui. C'est-à-dire que quand l'homme il a porté 2 packs d'eau et puis qu'il sent à peine le poids, nous on est en mesure de dire bon ben ça devient compliqué. Je donne cet exemple-là comme ça. Et donc forcément ils ont cette responsabilité-là aussi dans leur transmission, dans leur éducation, soit de protéger lorsque c'est possible, sans se mettre en danger bien sûr, soit d'inciter à la non-violence. C'est important et on compte sur vous, messieurs. Dame. Dame. Oh là là. Alors, maintenant, on va aborder la question de la fameuse différence entre la violence conjugale et le gourmet. Ah ben oui, parce qu'on ne le dit pas publiquement. Vous pensez bien qu'il ne faut pas dire ça publiquement. À l'heure où la violence conjugale est un fléau, une affaire très sérieuse à ne pas minimiser, il ne s'agit pas de venir dire sur un plateau télé que parfois ce n'est pas de la violence conjugale, mais que c'est juste un fight anti-gourmet. Qu'est-ce que t'en penses, Ama? Alors, comme on disait au début, la violence conjugale est souvent, passe dans le petit gourmet, le petit gourmet de couple passe souvent pour la violence conjugale à partir du moment où il y a un des partenaires qui veut s'en aller. C'est à ce moment-là. Je m'explique pour ne pas me faire incendier. Il faut pouvoir faire la différence entre quelqu'un qui est victime de violence et quelqu'un qui est lui-même ou elle-même agressive et qui va taper et espérer ne pas recevoir de tape en retour. Ouais. Parce que nous avons l'exemple de la femme qui a découvert... j'ai regardé dans ton portable, j'ai vu que Samantha t'a envoyé un cœur, je ne comprends pas. Calotte. Ça, c'est une violence conjugale. Oui, bien sûr. La personne qui est en face de moi, c'est un homme. Cet homme-là me rend ma claque. Ouais. Cette femme-là qui a fouillé peut aller porter plainte. Et c'est là où je trouve que ça devient injuste envers certains hommes qui ne sont en fait pas des hommes violents, à proprement parler, qui sont quand même des êtres humains. Moi, tu me tapes, je te rétame, en fait. C'est ça, exactement. Exactement. Homme ou femme. Voilà, c'est ça. Avec la force que j'ai. Voilà, c'est ça. Et si je suis un homme et j'ai beaucoup de force, moi, je te donne le coup. C'est ça. Et en fait, c'est là où je veux dire que je suis pour la cause, je veux que ça arrange et tout, mais il faut aussi se remettre en question parfois. Exactement. Et ne pas être soi-même quelqu'un de violent envers la personne, ou alors soyez violent en vous attendant à un retour violent. Soyez cohérent. On n'attrape pas de mouche avec du vinaigre. Je ne vais pas te donner un coup de poing ou te donner un coup et puis espérer, parce que je suis une femme, tu n'as pas le droit de me battre, parce que sinon, c'est de la violence conjugale. Exactement. Et je trouve que ça rend moins crédible le vrai combat des violences conjugales. Exact. Parce qu'il y a vraiment des personnes qui souffrent, qui ne tapent pas, qui sont dans leur coin vraiment recroquevillés à se dire, est-ce que ce soir il va me taper? Est-ce que ce soir il va me violer? Est-ce que ce soir il va me pousser? Est-ce que ce soir il va me menacer? Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Contre des couples qui se battent. Exact. Des couples qui se disputent, qui s'injurient, qui se battent. La femme donne des coups, l'homme donne des coups, mais c'est OK. On se reparle le lendemain matin. Et comprenez bien que je ne suis pas en train de dire que c'est une situation saine. Oui. Mais ce n'est pas un cas de violence conjugale comme un cas de violence conjugale où il y a une victime et un agresseur. Exact. Il faut bien faire la différence entre un couple mal éduqué, faut le dire, un couple qui n'a pas reçu l'amour nécessaire et qui se bat et qui trouve ça normal. Je donne une petite anecdote pour vous faire comprendre quelque chose qui, moi, m'a choquée. J'étais comme ça. Et tout le monde était normal. C'était OK. Donc, j'ai été dans un anniversaire, d'accord? Et le gars a fait une surprise à sa chérie. Ces gens-là sont ensemble depuis plus de 15 ans. Ouais. Ça veut dire sur les bancs du collège. Et c'est pour ça qu'on se connaît et tout. Et
Le gars arrive et la fille, qu'est-ce que ça vous fait, hein, maman? Mais en étant heureuse. Ouais. Et le gars lui répond pareil sur le ton du maman. Ouais. Mais oui, frère, ou pas, ouais, que mon t'es fait ça. Et je me suis dit, alors ces gens-là s'aiment en se disant du maman Ouais. au petit déjeuner, À midi. au dîner, et c'est cool. Et c'est cool. Et pendant la soirée, ces gens-là se disputent. Il y a du maman. Ouais. Il y a du maman. Ces gens-là se brutalisent sur le mur et tout, voilà, machin. Et après, je dis à la fille, ça va, il t'a pas tapé, j'en ai entendu les bruits. Et pourtant, c'est le gars que je connais. Hein. Ouais. Moi, je vais logiquement vers la femme parce que je me dis, bon, mais si au moins le gars lui a donné. Mais non, on a l'habitude de faire ça, tout ça. Mais moi, bah, il bon choc aussi, hein. Ouais. Je me suis dit, mais peut-être qu'en fait, ces gens-là, c'est ça, c'est comme ça. De même matin, parce que ces gens-là se fâchent, la fille peut aller dire en plus, il m'a battu et tout, et réaliser que ce n'est pas un climat sain. Mais, je me suis dit, s'ils sont OK, bon, la fille n'est pas morte. En tout cas, Le gars est OK, c'est du moment, matin, midi et soir. Je ne peux pas comparer ça avec quelqu'un qui est recroquevillé dans son coin, qui reçoit des coups, qui est violé. Homme ou femme. c'est ça. Donc, c'est pour ça que je dis, Il faut faire la il différence. faut vraiment entre faire la différence entre la violence conjugale. Ah, Tu pour m'as ma part. tapé, je t'ai rendu une petite tape. Hein, je ne parle pas d'hospitalisation. Là, c'est déjà un autre cas. Niveau, On a ouais. déjà passé un autre niveau. Mais tu m'as donné une claque. Moi, je me dis, bon, ben, attends-toi à recevoir une claque. C'est ça, voilà, c'est ça, exactement. Mais ça, tu poses la question de la légitimité, en fait, de la violence. On a l'impression, à travers ton exemple, que les hommes, justement, n'ont pas le droit d'être violents et les femmes, oui. Tu as pris cet exemple-là. Moi, j'ai un autre exemple qui va dans le même esprit que la claque. Quand on barre la route, moi, je pense aux femmes qui font ça, qui barrent la route à l'homme. D'accord? Et l'homme qui dit, je veux passer, laisse-moi passer, etc. Et qui, au bout d'un moment, perd patience et pousse. Cette femme, elle est tombée. Elle a pris un coup, un bleu, peu importe. Quand ça se règle comment cette histoire-là? Parce que du coup, elle ne lui a rien fait. Techniquement, hein, je mets mes guillemets. Elle ne lui a rien fait. Elle n'a fait que lui barrer la route. Elle ne l'a pas poussé, elle ne l'a pas tapé, etc. Mais au bout d'un moment, son compagnon, son conjoint, a perdu patience et a fait preuve de violence physique en la poussant. Et donc, du coup, tout de suite, on veut qualifier ça de violence conjugale. Même si effectivement, il n'a pas eu d'acte violent physiquement, moi je dis qu'il faut quand même faire attention à ces comportements-là pour aller dans le même sens de ce que tu disais. Parce que le fait de barrer la route, d'empêcher, etc., ou de provoquer, voilà, ça peut amener à des situations de violence. Et ensuite, est-ce qu'il s'agit de... En réalité, pendant que je suis en train d'en parler, c'est de la violence conjugale. Oui. C'est de la violence conjugale. Par contre, il ne s'agit pas de femmes battues. Voilà. Oui. Mais voilà, mais c'est ce que j'allais te répondre. C'est bel et bien de la violence, c'est-à-dire que je t'ai empêché de passer, je ne t'ai pas touché, tu me pousses, je suis tombée, je me pète la tête sur un meuble. C'est ça. C'est de la violence. Ou même sans péter la tête sur le meuble, c'est de la violence. Mais c'est pour ça que quand je parle aux femmes et aux hommes qui viennent à mon cabinet, je leur dis, nous sommes des êtres humains. C'est-à-dire que moi, je suis bienveillante. J'aime pas voir un animal mort. Franchement, ça me choque au plus haut point. Par contre, Nathilo, même toi et moi, demain matin, je vais te dire, bon, je suis pas prête à parler maintenant. Tu me bouches la route, tu m'empêches de passer, tu veux faire des jeux. Moi, mais je te pousse. Ah ouais, Je serai violente envers toi parce que on va me demander, on reste des êtres humains. C'est ça. Demain matin, j'apprends que, je sais pas, Je t'ai moi. trompée. Oui, que tu m'as trompée. Je serais peut-être violente verbalement, mais pas physiquement. Alors là, bon moment pour que je puisse m'éclipser, moi aussi. Alors, non, mais demain matin, je sais pas, j'apprends que ma fille, un enfant de 10 ans, l'a tapé. Je sais pas si je serais lucide face à un enfant de 10 ans. Je vais me dire, mais voilà, Seigneur, tu rappelles auprès de toi un enfant de 10 ans. Ça a été. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas en train de dire que, bon, allez, une petite claque, mesdames, ça fait rien. Ce n'est surtout pas ce que je dis. Ouais. Je veux dire que
Je suis avec quelqu'un, on se dispute, voilà, le ton monte. Le gars me dit, écoute, là, je sens que je commence à m'énerver, je préfère aller faire un tour. Non, tu vas nulle part, tu restes là, je t'empêche de passer. Il y aura peut-être une poussade. Ouais, puisque je suis en train de faire une entrave à la liberté de la personne. Et la personne a pris sa décision de sortir de la maison parce que... Peut-être même pour protéger le couple. Je précise que dans les thérapies de couple, j'explique au couple, ne parlez pas quand vous êtes énervé, allez faire un tour ailleurs. Ouais. Donc, c'est même une bonne technique pour redescendre. Ouais, allez faire un tour. Pas mettre la vie en danger, partir ivre et tout, et rouler vite. Ouais. Mais va faire un tour dans le quartier, va marcher, va faire un petit tour. Et au toit l'esprit, redescend en tout cas en pression. Donc, c'est important. C'est très délicat. D'accord? Ça peut peut-être mal être interprété par une personne. Mais comprenez bien que c'est de la violence de pousser quelqu'un, comme son partenaire ou pas. Hein. On n'a pas à pousser les gens. Exactement. On n'a pas à donner une claque à quelqu'un, mais ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Exact. Et ça amène, moi je veux vraiment, en tout cas pour cette partie-là, conclure sur le fait que la violence conjugale, en tout cas, de manière générale, ça concerne vraiment les deux parties. C'est-à-dire qu'on est tous les deux responsables. Alors, quand je dis responsable, je ne dis pas coupable, je dis responsable. On a tous dans les ce deux. Cas-là, parce que faut faire attention, il y a aussi les victimes qui n'ont pas bloqué le passage, qui n'ont pas provoqué, qui n'ont rien fait, mais qui sont sous l'emprise. Alors, c'est vrai que tu fais bien de le dire, ce qui m'amène à parler de la violence envers soi-même. Et c'est dans ce sens-là que je dis que, je répète, on n'est pas coupable, on n'est pas fautif, ce n'est pas à cause de nous qu'il y a eu l'acte de violence, dans les cas où on sait, où on n'est pas responsable. Mais quand je parle de responsabilité, je veux inviter chacun à considérer qu'il a une part de responsabilité pour sa sécurité. Là où je vais arriver, c'est, en tout cas dans les personnes en tout cas que j'ai pu accompagner, je suppose que toi aussi tu as vu ces cas-là, et que d'autres thérapeutes le voient aussi, où on va discuter avec quelqu'un qui vient exprimer ses problématiques conjugales, qui va dire, qui est capable de mettre le mot, parce que faut savoir qu'en thérapie, on ne va pas dire directement, il y a ça, c'est ça plus ça qui donne ça. On va amener la personne à se poser les bonnes questions et à faire état, à reconnaître, à réaliser les vraies problématiques de son couple, puisqu'une problématique chez l'un n'est pas la même chez l'autre. Tu as pris l'exemple du moment où les gens étaient en train de se disputer et se remercier avec amoureusement. Vous faites tout ça sans moi savent, maman. Mais oui, frère, maman. Qu'a dormi, maman. Tranquille. Et donc, tu vois, pour ce couple-là, ils n'auront pas le même choc que toi, tu as eu. Non, moi, j'étais choquée. Et quand je leur ai parlé de ça, ils m'ont dit, mais non, mais bof. C'est entre nous. C'est entre nous. Et puis, comme s'ils ont voulu me faire comprendre, on est en Martinique, de ne pas faire ma meuf choquée, de ne pas faire ma blanche. Voilà, c'est ça. Je ne connais pas ce mot-là. Et donc, tu vois, ça revient à ce que je disais, c'est-à-dire que en thérapie, on ne peut pas dire à quelqu'un que dire maman, c'est pas une bonne chose. Même si on est d'accord que la courtoisie, la sympathie, la bienveillance, ce sont des conditions aux relations sociales, conjugales, personnelles, amicales, amoureuses, saines. Mais enfin, disons qu'on est aussi tenu de devoir respecter les décisions de chacun dans leur environnement personnel, dans leur environnement privé, pardon. Mais je reviens sur ce que je disais. Quand je parle de responsabilité, la responsabilité dont je parle, c'est toutes ces personnes qui viennent nous voir et à qui on dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que vous trouvez choquant? Qu'est-ce que vous trouvez anormal? Et qui sont capables de mettre des mots dessus, mais qui ne font pas le pas de respecter leur intégrité, de respecter leur propre dignité. Nous savons qu'il y a les questions d'emprise. Nous savons qu'il y a aussi les peurs qui créent des limites. Nous savons tout ça, mais nous invitons ces personnes à considérer que leur bonheur est entre leurs mains. Leur sécurité est entre leurs mains. Et donc, on a aussi, nous, une part de responsabilité. Si, demain matin, je ne suis pas OK avec le maman et que je constate qu'à chaque fin de phrase, mon compagnon rajoute un maman, il ne faut pas faire l'autruche et se dire,
mais non, mais c'est comme ça qu'il parle. Puisque ça me violente. C'est violent envers moi. Je me sens agressée par ce moment-là. Il ne faut pas minimiser. Et je veux continuer. Là, tu parles d'une phase où la personne est encore lucide, en possession ouais, de ses moyens. Mais on arrive à un stade dans la violence conjugale où la personne est perdue sans son bourreau. C'est vrai. Elle c'est ne vrai. sait même pas qu'est-ce qu'elle pourrait faire, comment je vais m'habiller ce matin. Est-ce qu'il sera d'accord? Et donc, à ce moment-là, on est déjà dans un stade où c'est que la famille ou une association ou les gendarmes ou la mort qui va libérer cette personne-là de cette emprise-là. C'est ça, c'est vrai. C'est-à-dire que, oui, on a le bonheur entre les mains quand au Quand début, on est encore quand on lucide. est encore lucide. Parce que C'est vrai qu'il y a arrive un plusieurs moment phases. où ces gens-là ne peuvent pas venir nous voir en thérapie. Hein, Oui, c'est vrai. parce qu'ils n'ont même pas l'idée de se dire que je vais faire une thérapie, il y a un problème. Ouais. Ces gens-là deviennent des légumes et c'est le stade final de la violence conjugale avec l'isolement, etc. C'est vrai, c'est très vrai. Mais du coup, ça nous amène à nous poser la question, que faire lorsqu'on est témoin? Parce qu'il y a aussi cette forte problématique du macrélage en Martinique. Oui. Que faire? Est-ce que je suis un maquerelle si je me mêle? Est-ce que je dois me mélanger? Comment je dois me positionner lorsque je suis témoin de violences conjugales? Eh bien, justement, moi, je trouve ça regrettable que les personnes, parce que nous tous, hein, il y a des gens qui s'efforcent de dire, oh, moi, je ne me mêle pas des affaires des gens, mais c'est intrinsèque à la nature humaine. Tu vois un combat là, tu ne vas pas passer comme ça. Je vois un accident sur la route, je ne vais pas freiner à zéro comme certains Martiniquais. Mais j'ai regardé. Oui, bien Forcément, il y a un mouvement devant mes yeux. sûr. Ouais. Mais en ce qui concerne les violences conjugales, spécifiquement, il y a une sorte de Tabou. tabou. Ah non. Ça va regarder moi. Ça va regarder moins. Ne jamais se mêler des affaires de deux gens qui se sont déjà vus nus. Sauf que, Entre l'arbre et l'école, tu ne mettras pas le doigt. voilà. Voilà. Non. Je fais quoi quand je suis témoin avéré, c'est-à-dire pas témoin d'un couple qui se dit du moment, Voilà, c'est ça. qui se pousse mutuellement, sauf s'il y a vraiment quelqu'un qui est en danger. Quand je dis qu'ils se poussent mutuellement, je ne parle pas de on se pousse mutuellement et puis la femme sort de là avec un œil crevé, Ouais. ou l'homme sort de là avec un doigt cassé, un bras cassé, et puis il y a danger à partir de cet instant-là. Eh bien, il faut dénoncer. C'est difficile à se dire parce qu'on a peur que la personne revienne. Mais non, moi, qui allait faire ça, mon nom qui est viré, puis femme li, mon nom qui est viré, puis nom li. Oui, mais j'ai fait ma part. Exactement. Et je suis comme ça, moi. C'est-à-dire que peut-être qu'un jour, je me prendrai un coup dans un combat d'un couple qui ne me concerne pas. Mais moi, je suis très attentive. Quand je marche, quand je vois des choses, je conduisais un soir à Sainte-Thérèse et j'ai vu un gars pousser une fille. On s'est arrêté, en fait. Voilà, c'est ça. On s'est arrêté. C'est vrai que c'est très dangereux. C'est dangereux parce que je ne sais pas si le gars a un fusil, je ne sais pas si le gars... Mais je me suis dit, je ne fais pas ça et puis pendant toute la nuit, je me retourne dans mon lit. Demain matin, je lis, une jeune femme est décédée à cette erreur. Je ne pense pas que je vais me relever de ça, moi. Ça, Alors, c'est mon choix. Pour ceux qui ne sont pas capables d'avoir... On appelle les gendarmes. ton audace, il faut appeler les gendarmes. Voilà. Je veux revenir sur ce que tu disais parce que pour moi, c'est extrêmement grave, notamment dans la sphère familiale. Oui. Il arrive dans des familles où on sait que notre cousine, notre nièce, notre tante est victime de violences conjugales. Repas de famille arrive, elle vient avec son bourreau et personne ne dit rien. Au contraire, le gars est bien intégré. Personne ne dit rien. Dire, ce n'est pas forcément être dans cette même démarche d'affichage et d'humiliation. Mais à quel moment on prend nos responsabilités? À quel moment on dit, et frère, mon besoin pas les barres. Même si on s'éloigne, il y a un problème. À quel moment on va vers cette personne en lui disant, tu sais, je respecte ton point de vue, je respecte ton choix pour l'instant de ne pas acquitter ou de ne pas porter plainte ou de ne pas dénoncer. Par contre, je suis là pour toi. Je suis là pour toi et je voudrais que tu sortes du silence.
on se garde de ces choses-là parce qu'on a peur. On a peur On a d'être peur. jugé, peur d'être critiqué. Mais ça existe aussi, hein, la victime qui dit ah de quoi tu te mêles, c'est un moment de bagage. Ça existe. Mais ça, il faut ne qu'on doit puisse pas, ça ne doit l'entendre. pas choquer la personne qui a fait le pas. La personne qui est témoin doit agir. Ouais. Il n'y a pas à tergiverser, agir soit en appelant une association, soit en appelant des gendarmes, soit en appelant la police, soit en appelant les pompiers, mais appeler quelqu'un. Voilà, il faut Et appeler, je il faut veux réagir. aussi, très important, Natilo, parce qu'on parle de la fin, mais la famille du bourreau Oui. est souvent et quasiment dans tous les cas au courant. Oui, La maman sait que son fils est violent. oui. Pourquoi les mamans ne parlent pas à leur fils? Si ma maman sait que je suis violent, que je tabasse toutes mes copines et qu'elle ne me dit rien, j'ai tort? Mais non, C'est ça. j'ai raison. Exactement. Si je donne des coups à ma copine devant ma maman et qu'elle fait oh, mais Christ, mon Dieu, et qu'elle ne me dit rien de plus, les mamans, vous voyez votre fils battre quelqu'un, une femme ou un homme ou un enfant, gendarme. Il faut Exactement. appeler les gendarmes. Exactement. Si vous n'êtes pas capable d'envoyer votre fils en prison, il n'y a pas de problème, c'est normal. Je suis une maman, je sais à quel point ça peut être compliqué. Parlez-lui. C'est ça. Dites-lui, sors de chez moi, pas chez moi. Voilà, c'est ça. Mais ça ne se fait pas. Ça ne se fait Ça pas. ne se fait pas. C'est-à-dire que la violence est protégée. La violence est protégée. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de campagnes. Il n'y a pas de problème. Hein. Il y a des campagnes à tout va, etc. Mais la violence, elle est protégée. Et je fais aussi le lien, parce que bon, ça va souvent de pair. Eh bien, les hommes, je parle d'hommes parce que c'est plus le cas. Hein. Ouais, Comme j'ai bien dit, sûr. je ne vais pas à chaque fois me reprendre, il y a plus ce cas-là. Ben, les hommes qui sont violents, la famille de l'homme violent le sait. Les hommes qui violent dans la sphère familiale, la famille le sait aussi. Et pareil, il y a cette petite protection de la famille à ne pas se mélanger. Exactement. Eh ben, c'est la même chose pour les violences conjugales. Et moi, je trouve ça vraiment choquant. Il y a des vidéos qui tournent d'accidents, des vidéos super choquantes où on voit la personne morte à terre. Afficher les personnes violentes, femmes Voilà, ou c'est hommes, ça. afficher les combats. Je pense bien qu'il y a quelqu'un qui a déjà réussi à filmer quelqu'un en train de battre C'est sa ça, compagne c'est ça, ou c'est ça. de battre son compagnon. Ou en tout cas, mobilisez-vous. Faites Vous ça. ne pouvez pas faire de choix à la place de la victime de violence, C'est il n'y a sûr. pas de problème. Mais mobilisez-vous. Faites-lui savoir qu'elle n'est pas seule. Faites remarquer des choses. C'est des petits gestes. C'est des petits gestes, mais je crois qu'on a la responsabilité collective de ces petits gestes-là. Je prends un cas. Imagine que tu rencontres quelqu'un, c'est ton nouveau mec, d'accord? Tu rencontres quelqu'un et je t'appelle. Oui. Je t'appelle pour le Milan habituel et je te sens un peu stressé. C'est-à-dire qu'il y a des heures précises auxquelles il faut que je t'appelle, d'autres heures où vaut mieux pas parce que Django est là. Enfin, Diabolo. c'est de ma responsabilité aussi, plutôt que de se dire, ah non, moi je parle plus à Ama depuis qu'Ama a rencontré ce gars-là. Eh, Ama, il y a peut-être un problème là, par contre. Je peux entendre qu'on ne pourra pas rester 1 heure au téléphone parce que tu as Parce que quelqu'un tu as qui quelqu'un. t'attend. Oui. Il n'y a pas de souci. Mais si tu ne peux pas parler, tu ne peux pas dire. Mais je te sens très stressée quand il est là. Qu'est-ce qui se passe? On a cette responsabilité-là. Et ce sont des petites alertes. Alors, tu sais, tout à l'heure, tu me disais que effectivement, il y a des stades dans la violence où la victime de violence n'est plus forcément capable de consulter, etc. Mais justement parce qu'il y a ces stades et qu'on a dit aussi que ça ne se fait pas de but en blanc d'un coup, je crois que nous, l'entourage, sans pour cela prendre à bras le corps des problématiques qui ne sont pas les miennes et qui vont peser encore plus lourd sur nos propres problématiques, mais il faut être vigilant. Oui. Il faut être vigilant et il faut mettre des petits messages d'alerte dès le départ. Ce ne sera pas donné à tout le monde, mais il faut le faire. En tout cas, les mamans vers leurs filles, les mamans vers leurs fils, les papas envers leurs filles, les papas envers leurs fils, les cousines, les personnes qui avaient l'habitude d'être très proches et qui voient des changements radicaux, qu'ils interviennent à ce moment-là, tout de suite. Qu'on n'attende pas que la personne soit déjà retenue par d'autres problématiques comme justement les dettes, Les enfants, la construction de la maison, les projets, etc. Que les alertes se fassent assez tôt pour qu'il n'y ait pas justement après ce genre de catastrophe que l'on voit en fait. C'est important aussi de le faire. Mais vraiment, il faut en parler. Et puis aussi, je veux dire que, alors c'est pas dans tous les cas parce que bon, il y a toujours des exceptions, mais sachez qu'en général, les personnes violentes se permettent cela parce que c'est secret.
Exactement. Il suffit qu'il y ait une personne qui lui dise, tu sais, je suis au courant hein, que tu bats Natilo. Voilà. La personne soit se casse de la relation, Voilà. parce que c'est bon, j'ai été découvert, je n'ai plus d'emprise, on va me surveiller maintenant. Ou soit la personne se calme. Voilà. Maintenant, quand la personne s'est calmée, as-tu envie de rester avec cette personne? Exact. Mais il faut savoir que ces personnes-là, ce sont des personnes très lâches. Ce ne sont pas forcément des personnes très sûres d'elles. Exactement. Ce ne sont pas des personnes Ce sont pas des personnes fortes, en fait. Hein. C'est ça. Ce sont des personnes qui aiment sauter là où le parc est déjà bas. Exactement. Donc, des fois, c'est la victime qui peut dire de quoi tu te mêles, mais mêlez-vous. Là, c'est vraiment... C'est-à-dire C'est que une question de vie ou de vous mort, marchez dans la Ama. rue, vous voyez une mamie se faire agresser. Est-ce que c'est encore un stéréotype, vous allez me dire? Vous voyez un papy se faire agresser. Vous n'allez pas marcher en vous disant, alors là, Voilà. pas qu'à mêler. Voilà, c'est ça. Non. On va toujours dire, ah, monsieur m'a arrêté, les gendarmes appellent la police. On va dire quelque chose. C'est pareil pour les violences conjugales. Vous habitez dans un bâtiment, vous savez qu'à l'étage, il y a des coups de bâton qui volent, etc. Vous ne voyez jamais la personne, ou chaque fois que vous la voyez avec un coca ou bien... pas un coca, hein. Je dis un cocard. Un cocard. OK? Ou des griffures et tout. Il y a quelque chose qui se passe. C'est ça. Il y a quelque chose à faire. Alors, bonjour, la gendarmerie. Vous savez, je n'ai pas vraiment de preuves tangibles, mais par contre, ça fait 1 an que j'habite là. Et ça fait 1 an que j'entends la femme crier. Elle a souvent des bleus. Ça fait 1 an que j'entends l'homme crier. Et quand il sort, il a les yeux au beurre noir. Donc, voilà, il a des griffures. Peut-être, je pense que, voilà, on déclenche bien des enquêtes pour les enfants. Voilà, ou même pas un an. J'entends des cris, ça allait autre sérieux que vous pouvez vous déplacer. Voilà. Surtout si on a peur pour son identité, sa posture de maquerelle. Parce que on est souvent traité de maquerelle aussi, hein. De quoi tu te mêles, occupe-toi de ce qui se passe chez toi, balaye devant ta porte, etc., etc. Si on a peur de tout ça, on prend son téléphone et on signale. C'est important. Voilà. Alors, on va partager avec vous un extrait de vidéo où on vous montre un petit peu le geste qui a été retenu. Alors, je ne sais pas si c'est à l'international, mais certainement, puisque le point de départ était le Canada, où on proposait aux femmes, pour signaler le fait qu'elles seront victimes de violences conjugales, donc de lever la main, de fermer le pouce et ensuite de refermer les doigts sur le pouce. Et en fait, c'est un signal pour pouvoir... se faire connaître lorsqu'on est sous l'emprise d'un bourreau. Alors, on vous laisse regarder en image cet extrait de vidéo. Et donc, voilà. Donc, comme vous avez pu le voir, donc, il y a le signe avec la main. Donc, comme ça. Okay. Mais en France, il y a une variante où on peut dessiner un point noir au milieu de la main. Et puis, même si le bourreau est à côté, on peut montrer la main comme ça, montrer qu'on a un point noir. Ceci étant important, on peut aussi mettre en place un stratagème personnel. C'est ça. Parce que aussi bien vous que les bourreaux, ils nous regardent. Voilà. Voilà. Donc, ils sont peut-être eux aussi très bien informés sur les techniques de dénonciation parce qu'ils ont intérêt à rester cachés. Et donc, ce qu'Ama disait quand elle parlait de nom de code, c'est avec votre entourage, pouvoir définir des mots, des attitudes, etc. Pas forcément dans une situation de violence. Hein. Voilà, c'est-à-dire avant que la situation de violence. Bon, écoute, Natilo, tu sais, sait-on jamais, hein, demain sur qui je tombe, sur qui tu tombes. Allons définir un truc. Oui, Il y a les parents qui le font déjà avec les enfants. Avec les enfants. Un nom de code pour qui vient te récupérer à l'école. Et ça a sauvé des enfants du kidnapping. Exactement. Il faut avoir le nom de code, même si c'est ta grand-mère qui vient te chercher, elle n'a pas le nom de code. Elle ne parle pas avec chez l'enfant. vous, Voilà, pas c'est ça. monter. C'est ça. Et en fait, bon, ben, Natilo, on va faire un nom de code où ce sera Cacaboudin. Voilà, par exemple. Comme ça, sorti de nulle part dans une phrase. Le gars peut être assis là à côté de moi. J'ai dit ça. On continue la conversation, on continue le moment sans nous mettre en danger. Voilà. Quand je tourne mon dos et mes talons, tu appelles la gendarmerie. Exactement. Et c'est tout. Exactement. Et puis, comprenez bien aussi pourquoi c'est Natilo qui doit appeler la gendarmerie alors que c'est moi qui suis dans le cas.
la peur, nous sommes des êtres humains encore une fois, on vous kidnappe. Je pose des fois le dilemme, hein, quand je fais des ateliers, je demande, quand je fais des ateliers hommes, hommes hétéros, Ouais. d'accord? Dilemme. Vous êtes kidnappé, d'accord? On vous demande pour être libéré qu'il faut, par exemple, vous faire sodomiser Ouais. par le bourreau. Ah non, jamais! Ah non, 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 jamais, jamais. Ça me fait rigoler. L'instinct de survie, sauf si vraiment la personne a un état de non, je veux pas survivre, je pourrais pas me remettre de ça. L'instinct de survie veut que tu le feras. Voilà, c'est ça. C'est pas quand tu es en train de réfléchir à l'éventualité que ça arrive. Quand En tu toute es lucidité. dans le cas, bien sûr que tu vas le faire. Je leur demande même des fois pour sauver ton enfant, tu feras pas? Ah non, Compliqué. préférez mort. Voilà. Mais c'est faux. C'est totalement faux. Tu vois ton enfant qui te regarde comme ça, tu peux le sauver par cet acte qui te semble si... ben c'est pareil en fait. La victime va se dire, ah non, si j'appelle la gendarmerie, si la gendarmerie ne vient pas, et C'est que ça. monsieur est au courant que j'ai appelé la gendarmerie, il va me tuer. Si la gendarmerie me demande pourquoi je suis toujours avec lui, parce qu'il y a ces questions-là Oui. aussi qui sont culpabilisantes et qu'on ne va pas retrouver chez l'ami. Parce que l'ami peut avoir le temps, le loisir de s'expliquer. L'appel de la victime à la gendarmerie, ça doit être un appel rapide. Voilà. Il faut faire très très vite. Vous êtes où, Attendez, madame? Voilà, etc. Donc, Alors que l'ami L'ami. peut prendre le temps d'une conversation posée. Alors quand je dis posée, je m'entends bien, mais en tout cas qui dure dans le temps, avec des mots clairs, sans stress, etc. Et elle peut aussi dire, je pense que mon ami elle est en danger. est en danger et a besoin d'aide. Oui. Et a besoin d'aide réellement parce que ça fait un moment que ça dure. Elle tient le coup, mais... Alors que quand c'est la personne qui appelle tout de suite, on lui pose des questions qui tout de suite peuvent la dissuader de continuer parce que ça la ramène à ses réalités et à ses, je mets de gros guillemets, à ses fautes, à ses torts. Mais tu sais que le gars est comme ça. Pourquoi tu vois, allais avec lui? Parce qu'on le voit en thérapie. Quand on leur dit, mais qu'est-ce qui vous pose problème? Les personnes qu'on accompagne arrivent elles-mêmes à mettre le doigt sur le problème, en fait. Ce qu'elles n'arrivent pas à faire, c'est avoir suffisamment confiance en elles pour pouvoir s'en tirer. Voilà. Mais elles arrivent à voir le problème. Et donc, le gendarme qui n'est pas forcément thérapeute aura tendance à dire, mais si vous savez ça, pourquoi vous y allez quand même? Mais vous faites exprès, en fait, etc. J'ai même eu le cas où il y a eu des gendarmes qui ont dit clairement, et ça aussi, je trouve ça scandaleux, nous ne sommes pas des agents matrimoniaux. C'est-à-dire que les personnes ont appelé les gendarmes pour un cas de violence où le monsieur avait des armes, des fusils, où le monsieur, alors il utilisait de l'alcali, etc., qui est très dangereux, notamment pour les enfants asthmatiques. Et les gendarmes ont répondu, nous ne sommes pas des agents matrimoniaux. C'est extrêmement grave. Oui, c'est un manque de formation. Voilà. Et donc, du coup, la victime qui appelle et qui se fait, qui entend, nous ne sommes pas des agents matrimoniaux, forcément, c'est compliqué pour elle de se dire, ben, les gendarmes vont m'aider. Donc, c'est important que les amis des victimes, amis IE ou amis E, ou amis I, pardon, s'intéressent à ça et se disent, bon, ben, c'est ma part de responsabilité sociale, je vais signaler. Et pareil dans l'autre sens, si je suis l'ami d'une personne violente, ne pas faire la sourde oreille. Exactement, Ni sensibiliser. l'aveugle. Sensibiliser, dénoncer aussi. Voilà. Voilà, frère, sœur ou frère, hein, puisqu'on a dit que c'est une question d'hommes et de femmes. Ben voilà, Ama, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais là. Il faut que tu arrêtes. Demain matin, si, voilà, des choses comme ça. Ou, même si ce n'est pas je ne suis pas d'accord, mais rends-toi bien compte que tu es l'agresseur de quelqu'un. Donc, hello, stop, etc. C'est important. Alors, avant de passer aux questions, on va quand même vous partager les coordonnées de l'association Culture et Égalité, Égalité et Culture, qui est une association martiniquaise qui se charge d'accompagner les femmes victimes de violences conjugales et autres dans le processus qui va suivre, alors déjà avant la plainte, mais aussi après, puisqu'on le sait bien, que lorsqu'il y a séparation, il y a aussi précarité financière, précarité en termes de logement, etc. Et donc l'association Culture et Égalité qui permet de soutenir les femmes. Il y en a d'autres. Hein. J'ai aussi connu à un moment donné l'association les Lionnes de la tribu de Juda, qui était une association au Mont-Rouge, qui participait aussi à l'accueil des femmes en situation difficile. Ok. Voilà.
On continue, on attaque les questions. Et oui. Voilà, on va quand même rappeler encore une fois à nos téléspectateurs, on n'oublie pas, on s'abonne. On va sur la page Instagram de Méli-Mélo, melimelo.fwi. On active la petite cloche, on s'abonne, on participe, on peut nous envoyer des questions, des DM, comme vous voulez, on est free, on vous écoute, on vous attend. Et du coup, là maintenant, on attaque nos questions. Yes, je te laisse les questions parce que... Oui, alors, première question. On a Ludovic 270 qui nous dit: la violence conjugale la plus fréquente est celle faite aux femmes par des hommes ou des femmes qui essayent d'imposer leur domination. Que faire pour que les autorités agissent rapidement dès les premières déclarations, pallier à cette lenteur de traitement? Donc, déjà, le message, vous voyez que Ludovic nous dit quand même que la violence conjugale, c'est les hommes qui font des violences envers les femmes et les femmes qui essayent d'imposer leur domination. Voilà, c'est ça. Ça veut dire... Ça veut dire que les hommes y arrivent, mais les femmes, non. Elles essayent. Elles essayent. Donc, non, Ludo, il y a effectivement des femmes violentes qui peuvent tabasser leur homme. Ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas la force de riposter. Ça veut aussi dire que l'homme estime qu'il ne peut pas battre une femme, simplement, et qu'il n'arrive pas à quitter parce qu'il est sous emprise. C'est ça, ça existe. Des hommes sous emprise, des hommes qui vous disent: ça ne va pas, je ne me sens pas bien, je n'ai pas envie. Il y a même des hommes qui justifient l'infidélité par rapport à leur mal-être. C'est-à-dire qu'ils sont sous emprise, ils n'arrivent pas à quitter la personne avec qui ils ne sont pas bien, et ils se disent: bon, mais pour compenser... Non, mais ce que tu décris là, c'est du vice. Ah. Parce que si jamais la personne est sous emprise, il n'y a pas le temps d'aller faire infidélité, puisque tu es sous mon emprise. C'est pas faux. Tu ne peux pas sortir. Mais je ne suis pas 100% d'accord avec toi. Je pense qu'on peut nuancer. Oui, parce qu'il y a aussi celui qui veut partir. Alors, je parle de... C'est vrai que là, on a dévié sur la question de l'infidélité. Hein. C'est le gars qui a du vice. Non, le gars qui veut partir, mais qui n'ose pas partir parce qu'il est à l'aise là. Là, je parle vraiment de l'homme qui sera vraiment avec quelqu'un qui est violent. Enfin, quelqu'un qui est violent. Oui, mais c'est pourquoi je t'ai dit que je pense que j'ai dévié un petit peu. Parce que il y a la question de l'infidélité, c'est vrai, mais il y a aussi, je parle de la question du bien-être. Il y a des personnes aussi qui restent, comme on a pu déjà en parler, par sécurité. Voilà, mais là, on n'est pas sous emprise. Enfin, c'est deux cas différents. C'est-à-dire que je vais rester dans une relation parce que qu'est-ce que je vais faire ailleurs? J'ai peur de me retrouver dans ce que je ne connais pas. C'est vrai, mais je crois qu'il y a aussi l'emprise. Il y a aussi l'emprise ou le non-dit. Il y a des personnes qui sont sous emprise, soit par contrat, soit parce que on ne peut pas quitter parce qu'il y a des enjeux, mais c'est une emprise. C'est une forme d'emprise. C'est une emprise que la personne s'est donnée seule. C'est ce que je te dis. C'est pas une emprise que l'autre partenaire fait sur moi et que j'ai peur de partir. Parce que l'emprise, c'est la peur de déplaire au partenaire. Si. Il y a aussi l'emprise orchestrée par le partenaire. Absolument. Le partenaire qui met une emprise. Maintenant, l'emprise, elle va être différente en fonction de chaque partenaire. Il y en aura qui vont mettre en place des emprises totales. C'est pourquoi je te disais que l'exemple que tu as donné pour la question de l'animal, de la maltraitance animale, je trouve que c'est un bel exemple. C'est une belle analogie. Tu peux avoir un chien qui est bien nourri, qui a suffisamment d'eau, mais qui a 20 cm de chaîne. Il y a quand même une maltraitance, même s'il a bien mangé, même s'il est gras, même s'il a vu le veto, même si... Tu peux avoir le chien qui est libre, carrément, qui mange correctement, mais qu'à chaque fois qu'il s'approche de son maître, on lui donne un coup de pied. Tu vois, il y a tout ça. Et en fait, ce qui va créer le comportement pas normal chez le chien, c'est qu'il va se dire, mais c'est quand même eux qui me donnent à manger, c'est quand même eux qui ceci. Il va se soumettre à ça, même s'il prend un coup de pied à chaque fois, en fait. Et ça existe aussi dans les relations humaines, en fait, où l'emprise, elle n'est pas forcément totale. Ouais. Tu vois? Je partage pas, mais bon. Oui, je comprends, mais l'emprise n'est pas forcément totale. Ouais. Elle peut être aussi engagée par rapport... Et c'est pourquoi il faut poser la question à la personne qui est en situation de violence. Qu'est-ce qui se passe? La personne peut accepter des situations de violence parce qu'elle doit des sous, par exemple. Oui. Et donc, ça peut empêcher à quelqu'un de prendre son envol juste parce qu'elle doit des sous. Oui, mais là, on est déjà dans un cadre de violence. Oui. Mais par exemple, le chien, je prends l'exemple du chien qui a pas de chaîne,
qui va à chaque fois vers son maître et qui prend le coup de pied. Ben, c'est pas, c'est ta pas de chaîne. Oui, mais j'entends ce que tu veux dire, mais c'est quel est le travail de manipulation? C'est comme pour les manipulateurs. Bonjour, là, ça va ouvrir un autre grand oui, sujet. c'est ça. On sera obligé de s'arrêter, mais c'est comme la question du manipulateur narcissique, c'est-à-dire que du pervers narcissique et du manipulateur, quand il te prive de ta liberté, il ne te tient pas par la main. Tu n'as pas de chaîne. C'est l'emprise. Souvent, tu as ton véhicule, tu as tout ça. Il va même te reprocher d'être à côté de lui. Il va même te reprocher d'être... C'est impressionnant comme ils sont capables de te dire, mais tu es trop souvent avec moi. Donc, en fait, il y a possibilité de partir, mais il y a une emprise. Oui. Mais bon, je suis pas... Je comprends que tu je sois pas vois pas. convaincu. En fait, c'est pas pour moi, c'est pas la même chose. Un homme qui est dans sa relation et puis qui va tromper en disant ouais, ça va pas dans ma relation, mais bon, je Oui, pars pas. non. Alors attention, je sens que ça, on sait très bien de quoi on parle. Il y a ce petit côté vicieux là, qui est que pour justifier, parce que c'est de la mauvaise foi, c'est-à-dire que c'est plus facile de dire que mon couple ne va pas, que ça ne va pas, mais que je reste pour les enfants, ou que je reste pour ci, ou que je reste pour ça. Parce que c'est plus facile de le dire parce que ça ne renvoie pas le la côté... faute sur soi, voilà. Mais exactement, c'est ce que... oui. Mais j'ai voulu te dire qu'il y a aussi des cas où les personnes n'arrivent pas à quitter pour X raisons. Des personnes, et souvent ça arrive aussi chez les femmes, où elles ne sont pas bien, elles vont compenser ailleurs, mais qu'il y a ce... Et j'aime beaucoup l'exemple de l'emprise financière ou des petits secrets. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose, un cadavre dans le placard, qu'on ne peut pas forcément gérer ou que je ne peux pas forcément dire aux autres, mais qui fait que je suis obligée de rester pour l'instant. Ou je gère ça. Une fois que ça se sera réglé, je vais partir. Mais je suis d'accord avec toi, mais là, on n'est pas dans le cadre de la violence conjugale. C'est ce que je t'ai dit. Non, mais je t'ai bien dit qu'on s'est un petit peu éloigné. Mais il y a cette emprise-là, en fait, qui existe. Oui, bien sûr. Et qui peut aussi créer de la violence conjugale. Et c'est pourquoi il faut demander, mais au fait, pourquoi tu restes? Voilà. Est-ce que c'est parce que tu dois des sous? Parce que si c'est une question de tu dois des sous, la question de la violence, puisqu'on a parlé tout à l'heure de dette, elle est réglée. Si je peux t'aider. Oui. Voilà. Donc, en fait, c'est pourquoi il faut demander pourquoi tu restes. Quel est le motif? Exactement. Voilà, de soutenir cette violence-là, quoi. Et du coup, il nous demande comment pallier à la lenteur du traitement. Mais il n'y a pas de remède. Hein. C'est-à-dire que si je tombe sur un gendarme qui prend ma déposition et qui est alerte face à la côte, mais faire du bruit, en fait, c'est ça. Ne pas aller à la gendarmerie discrètement et puis après ça, la personne parle dans tes oreilles, te dit que bon, j'ai craqué, mais je t'aime, je retourne à la gendarmerie, je retire, je mets une main courante, après ça, je remets une plainte, je mets une main courante. Je sais que c'est difficile. Quand je dis ça comme ça paraît... Ouais. Voilà. Mais surtout, il faut se retirer dans la tête l'idée, ça n'arrive qu'aux autres. Ouais. Les autres femmes, les autres hommes sont battus et le gars ne regrette pas, c'est un chien. Par contre, moi, mon homme ou ma femme m'a battu, mais bon, c'est ça. Il m'aime. C'est ça. Donc, retirez ça. Si vous voyez que, après, ça c'est ma vision, je le dis, la violence conjugale à bannir, maintenant chaque personne est libre de ses responsabilités, de ses choix. Exactement. Si jamais je suis avec un homme, ça s'est passé, j'ai reçu des coups et que je veux faire confiance à cette personne, comprenez qu'au bout de la deuxième, troisième fois, je me suis trompée. Ouais, c'est ça. C'est là où je pense qu'il faut rester alerte pendant qu'il est encore possible de l'être. C'est ça. Avant Donc, qu'il ne soit trop tard. Voilà, donc, très tôt. Juste, on va pas rester trop longtemps parce qu'il y a beaucoup d'autres questions, mais quand même, pour ce qui est de pallier à la lenteur du traitement, je voudrais répondre à Ludovic, que ce qui compte, hein, en tout cas selon moi, de mon point de vue thérapeutique, ce qui compte, c'est pas tant le traitement judiciaire que la santé de la victime. Donc effectivement, en tout cas moi je n'ai pas de recommandations sur les démarches juridiques à faire, mais moi ce qui compte pour moi c'est d'abord protéger, alerter et mettre en sécurité. Voilà, faire le premier pas. Protéger, alerter et sécuriser. Exact. Une fois que c'est fait, qu'on a protégé, qu'on a alerté qui de droit et qu'on a sécurisé pour la suite, pour ne pas qu'il y ait justement récidive, je crois qu'on a déjà fait
un grand pas. Ben oui. Ensuite, pour ce qui est de la machination judiciaire, de la machine judiciaire, je dis machination, c'est péjoratif, mais je pense que c'est aussi un lapsus révélateur. Mais pour ce qui est de la machine judiciaire, ben, on n'aura pas d'autre choix, malheureusement, que de s'adapter. Mais il faut faire du bruit, comme tu dis, porter plainte, déclarer, faire des coups. Ne protégez pas votre agresseur, Voilà. votre agresseuse. Voilà. Dites ça autour de vous. Dites, un tel m'a donné des coups tel jour. Voilà. Dites c'est ça. C'est ça. C'est important. Même si la famille du bourreau fait la sourde oreille, dites ça à la famille. Il y aura, sur 20 membres de la famille, il y aura 2 qui vont se dire, je le savais, hein, mais Exact. ça me rassure, je ne vais plus parler à cette personne-là. Faut faire le travail. Faut le faire. Alors, on continue avec Nona qui dit « Une fois, mon mari et moi, nous nous sommes disputés et il m'a donné une claque au visage. Je n'ai pas considéré cela comme de la violence conjugale, mais ma mère ne lui a jamais pardonné et il n'a plus le droit de mettre les pieds chez elle. Cela pèse beaucoup sur ma relation. Je regrette d'avoir partagé cela avec ma mère. » Ben, c'est comme on disait tout à l'heure, il y a aussi le degré d'intensité, hein, parce que je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a aussi le degré d'intensité. C'est-à-dire que faut pas confondre la claque, bon, je suis énervée, j'ai perdu mon sang-froid, voilà, j'ai une réaction. Comme on peut avoir une réaction avec son enfant, même si c'est interdit par la loi, mais on connaît la réalité. Comme M. Garnier disait, il a pris des fessées, il n'est pas mort. Et puis la claque qui t'envoie à l'autre bout de la pièce, et puis tu as un torticolis pendant 3 semaines. C'était quelle claque? Si c'était... Et c'est tellement subjectif que du coup, on est obligé d'interdire la claque tout court. Voilà, c'est ça. Parce que c'était quelle claque? Exactement. Ouais, c'est pour ça que je dis, chaque personne, tant que c'est possible, doit être responsable de ce... Bon, la claque, j'ai pas vu que c'était une violence pour moi, même si c'est une violence conjugale. Hein. Ouais. C'est une violence tout court. Mm-hmm. Et parce que ça s'est fait dans le cadre du couple, c'est une violence conjugale. Maintenant, c'est qui le mari de Nona? C'est qui son copain? Est-ce que c'est un gars qui est violent? Est-ce que c'est un gars qui a fait ça parce qu'il a perdu son sang-froid ce jour-là précisément? Voilà. Dans quel Parce que contexte ça tu en peut es? arriver. Le perdre son sang-froid aussi, ça a plusieurs degrés. Je peux perdre mon sang-froid et te donner une claque. Je peux perdre mon sang-froid et te donner un coup de fusil. Enfin, la violence n'est jamais bonne dans tous les cas. Maintenant, Nona, si tu juges effectivement que ton mari n'est pas dangereux, que votre relation continue en espérant que la claque n'arrive plus jamais, ni de Nona, ni de son mari. Et du coup, comment elle gère ça avec sa mère? Parce qu'elle dit, je regrette d'avoir partagé ça avec sa mère. Ben, comme dans tous les soucis, hein, communication. Une fois que j'ai fait mon travail de communication, je t'ai annoncé que maman, c'est arrivé, j'ai partagé ça avec toi parce que j'avais besoin de me décharger et que tu es quelqu'un à qui je fais confiance. Donc, j'ai voulu te raconter cette partie de ma vie. Maintenant, il faut que tu acceptes que je suis restée avec mon compagnon. Ça ne s'est plus jamais reproduit. Je l'aime, il m'aime. J'estime qu'il peut perdre son sang-froid tout comme moi. Est-ce que tu peux arrêter de mettre un souci dans ma vie? C'est ça. Et puis, laisser les gens... Une fois qu'on a fait son travail, hein, c'est pareil. Oui, voilà. J'ai fait mon travail de communication. Je ne peux pas faire grand-chose. Et puis, si la maman veut rester fâchée, Nona... Moi, j'invite aussi le mari de Nona, si jamais il se sent victime de ça, d'aller vers la maman. Oui, ça aussi. peut être très difficile, mais au moins, ce sera gage de bonne intention. Oui, aussi. Et puis, d'expliquer son acte, d'expliquer son geste, de présenter des excuses aussi, parce que je crois qu'il ne faut pas banaliser la violence. Je pense que la maman, elle a certainement eu peur ou elle a des souvenirs qui font que. Donc, vraiment, j'invite aussi le mari à faire une démarche. Comme on l'a dit tout à l'heure, la violence conjugale est une affaire de femme, oui, mais aussi une affaire d'homme. Et puis, je réponds à Nona que c'était bel et bien, même si elle ne l'a pas vécu comme telle, mais c'était bel et bien une violence conjugale. Exactement. Même si... Peu importe les conséquences, voilà, mais... c'était bel et bien une violence conjugale. Exact. Même si elle ne s'est pas sentie en danger, et même si elle ne l'est peut-être pas, mais c'était une violence conjugale. On continue avec Au poil de Charlotte, qui nous dit... Si une femme homosexuelle frappe et tue sa compagne, parle-t-on toujours de féminicide? Il faut savoir que le terme féminicide désigne exclusivement le meurtre d'une femme ou d'une fille pour sa condition de femme ou de fille. Donc, on pourrait appeler féminicide un meurtre d'une femme envers sa femme pour ces raisons. Pour la petite histoire,
Quand une femme tue son conjoint, on parle de maricide. Quand un homme tue son épouse pour des raisons d'adultère, on parle d'uxoricide. Alors, est-ce qu'on peut appeler féminicide lorsque dans un couple homosexuel, une femme tue sa femme? Ben, elle répond, dans sa question, elle répond, si jamais la femme homosexuelle tue sa femme pour la condition que c'est sa femme, une fille, c'est un féminicide. C'est ça. Seulement, si jamais c'est, je l'ai tué parce que, bon, je sais pas, j'ai foncé parce que j'étais enragée, on parle d'homicide. C'est ça, voilà. De meurtre. En fait, il faut simplifier la question. C'est bien qu'il y ait des termes et que ce soit bien défini. En tout cas, juridiquement, ça peut aider, ça fait avancer les choses. Mais il faut vraiment simplifier la chose. C'est un meurtre. Voilà. C'est un meurtre. Et même cette question du féminicide, c'est compliqué. Parce qu'on nous dit que le féminicide, c'est parce qu'on tue parce que tu es une femme. Mais le féminicide, mais à quel moment on sait vraiment si c'est parce que tu es une femme, ou est-ce que c'est parce que tu es en colère, ou est-ce que c'est parce que tu es ma femme, ce qui n'est pas la même chose de tu es une femme. Il y a plein de questions qui tournent autour. Et même dans les cas de mariage homosexuel, par exemple, dans nos recherches, on a trouvé plein de mots. On a trouvé kéricide, on a trouvé plein de mots qui complexifient ce qui, selon moi, doit être abordé de manière très simple. C'est un meurtre. Et tout meurtre est forcément injuste. Ouais, meurtre ou assassinat. Meurtre ou assassinat, exactement. Alors, on continue avec Bérénice. Bérénice qui dit « Je n'arrive pas à comprendre comment on parle de viol dans le couple. Si on aime moun non, si on aime moun ça pas pour déranger. » Voilà, Guadeloupe, c'est ça. Je te laisse répondre. Ça, c'est ton affaire. Ça, c'est ta question. Bérénice, on peut effectivement parler de viol dans le couple. Pourquoi? Si ce soir, ton chéri ou ta chérie, car je ne sais pas l'orientation sexuelle de Bérénice, te glisse une main et tout, et que tu lui dis « Pas ce soir, baby. J'ai mal à la tête. » Et que la personne enfonce, peu importe la chose, un doigt, un godemiché ou son pénis en toi, ça s'appelle précisément un viol. Et il faut savoir que c'est cette mentalité-là qui permet, dans certains couples, d'avoir des viols. Parce que il y a des maris, il y a des femmes qui estiment qu'on ne peut pas refuser un rapport sexuel alors qu'on est en couple. Sauf que, bien sûr, d'ailleurs, excusez-moi encore de faire la différence homme-femme, les hommes sont très à l'aise pour dire « Ah, mais ça fait déjà tant que tu m'as rien donné. » Mais un homme qui rentre du travail, il est fatigué, il est exténué, chérie, on fait rien. Ah non, parce que ça, je suis fatiguée et c'est fini. Et c'est réglé. C'est réglé. La femme n'a pas de poids à dire alors dès que tu rentres le soir à cette heure-là, donc on peut rien faire ce jour-là. Exactement. Ça n'existe pas plus que ça. Ça doit certainement exister puisqu'il y a toujours des exceptions, comme j'aime beaucoup le dire. Mais c'est qui a dit ça? Bérénice, effectivement, le viol existe dans le couple. Là, j'ai donné un exemple parmi tant d'autres, mais ça peut être autre chose. La personne dort, et c'est pour ça qu'on dit que c'est très subtil. Ça peut arriver qu'on a passé un très bon moment, je me suis endormie, tu me réveilles, je suis contente. Par contre, ça peut arriver que j'ai pas forcément envie, tu me réveilles, que j'ai des gestes de arrête, pas maintenant, pas ce soir. Et que tu continues, c'est aussi un viol. Voilà, il n'y a pas à tergiverser plus que ça. Il faut vraiment admettre tout ça. Et d'ailleurs, j'invite Bérénice à aller sur la page YouTube de Zouk TV et de retrouver la vidéo sur l'émission sur la dette sexuelle. Oui. Voilà, ça va vraiment éclaircir un certain nombre de choses. Alors, il ne nous reste pas énormément de temps. On traite juste 2 petites questions et après on passe au bon plan. Ok. Donc, on a Anonyme qui dit « Un mari violent peut-il être un bon père ?» Ça, c'est une question qui m'intéresse tout particulièrement. Un mari violent peut-il être un bon père? Oui, c'est good. Vas-y. Donc, en fait, je réponds parce que j'ai eu la réponse plusieurs fois où des femmes me disent « Oui, il était violent avec moi, mais par contre, c'est un bon père. » Et quand je leur demandais « Mais c'est quoi être un bon père pour toi? »
il emmène les enfants à l'école, il achète des jouets pour eux, voilà, il passe du temps avec eux, des fois, il vient les chercher, il va faire un tour à la galeria et puis il revient. Un mari violent ne peut pas être un bon père. Il faut le mettre en tête. Et moi, je le dis et je le signe et je l'acte définitivement. Je suis totalement traumatisée et choquée des jugements qui passent dans les affaires familiales pour des pères qui battent la maman et puis qu'on accorde un droit de 2 mois de vacances, un droit de 1 semaine sur 2. Je parle bien de cas de violence, hein? Oui, bien Pas sûr. de la claque, j'ai perdu mon sang-froid. Oui, bien sûr. Et ça me choque. Quel message que tu veux donner à mes enfants, en fait? Tu veux leur dire que, t'inquiète. Tu as le droit. Tu as le droit de battre ta femme. Tu as le droit de prendre... Si c'est une fille, tu as le droit de prendre des coups par ton copain. Exactement. Ou tu as le droit de donner des coups à ton copain. Parce que tu seras un bon père, dans tous C'est les ça. cas. À la limite, c'est ta maman qui est un petit peu rebelle. Ta maman est un peu chiante, Si en elle fait. s'était tue, on serait toujours ensemble. Voilà. Voilà. Donc, ma réponse à moi, hein, ça n'engage que moi et j'espère beaucoup d'autres personnes. Un père violent, je ne vois pas dans quel sens Il peut être un bon père. Quelle transmission il peut avoir avec ses enfants. Exactement. Quel message il peut donner à ses enfants. Même si c'est un gars qui achète la terre entière, pour moi, c'est pas ça être un bon père. On Et est toi, tu d'accord? as parlé du cas où ils sont déjà séparés, mais c'est encore pire lorsqu'ils sont dans la même maison. Ah oui, parce que c'était tellement évident pour moi, mais effectivement, ça peut arriver que la personne soit dans la même maison. Parce que C'est pire. faut arrêter d'imaginer que les enfants n'entendent pas, que Ne les voient enfants pas. ne voient pas. Et puis, je parlais tout à l'heure de la violence envers soi-même. Là, ce n'est pas le cas d'une violence envers soi-même, mais la maman ou le papa qui a reçu des coups, qui a été menacé, qui a été embêté, son comportement change. Son assurance, sa disponibilité émotionnelle change. On voit des mamans qui font des burn-out parentaux par rapport à ça. On voit des mamans qui n'arrivent plus à être attentives à l'écoute de leurs enfants. On voit aussi des enfants qui disent de toute façon, ma maman était tellement paumée qu'on ne pouvait pas lui parler. Donc c'est impossible. Impossible. Dernière question. Oui. Encore un anonyme qui dit: depuis son accident de travail, il y a 2 ans, mon chéri a perdu une jambe et il est devenu très désagréable. Il me traite de tébé devant les gens parfois. Il n'aime pas quand je sors, on se dispute, du coup, je ne sors plus. Il pense que j'ai un autre gars, du coup, il n'aime pas que je me maquille. On a un garçon de 7 ans, il ne veut plus rester seul avec son père, que faire? Bon, là, c'est déjà un autre cas, c'est-à-dire que la personne n'a jamais été violente, j'imagine, avant. Et puis là, par rapport à l'accident, je pense que c'est encore possible de rattraper, puisque ça vient d'un manque de confiance. J'avais mes 2 jambes, j'ai perdu ma jambe, ma femme ne va jamais rester avec moi. Est-ce qu'elle voudrait d'un raté comme moi? Et donc, je rejette sur elle. Ma seule solution, c'est de lui montrer que c'est elle qui n'est pas bonne, c'est elle qui est nulle, c'est elle qui a intérêt de rester avec moi. Donc, je deviens désagréable. Donc, j'utilise en fait la peur pour laisser la personne auprès de moi et puis il y a l'enfant. Sauf que, je sais pas, anonyme, si tu nous regardes pour cette émission-là, mais il faut quand même convaincre le compagnon. Il faut l'aider. Et si ça devient dangereux, je suis désolée, 1 jambe ou 2 jambes en moins, casse-toi avec ton gosse. Et moi, alors elle pose la question de savoir est-ce qu'elle laisse son enfant de 7 ans avec son père? Moi, je lui dirais non. Non. Le père n'est pas en état. Voilà. Il n'est pas en état parce qu'il est dans une posture fragile. Il n'a pas confiance en lui. Il n'a pas une bonne estime de lui. Et comme tu as dit, il a peur. Puis on ne sait pas aussi quel traitement qu'il prend parce qu'il y a des traitements qui changent une personne. Hein. Qui changent l'humeur, effectivement, voilà. Donc, Et sécurité. Exactement. La question, c'est la sécurité, le plus important pour n'avoir à rien regretter. Alors, on arrive à la fin, donc on va passer au bon plan. Donc, on a retenu pour vous, chers téléspectateurs, 2 bons plans qui sont des livres aujourd'hui. Donc, on vous propose de la lecture. Ama, je te laisse commencer. Yes, je prends ma petite affiche. Donc, tout d'abord, je vous propose la lecture du livre Le chant de la grenouille de Sandrine Meillanré. Et en fait, c'est un livre qui est adressé aux femmes victimes. Alors, excusez-moi, mais encore aux femmes. Mais bon, ça peut servir. En fait, non, ça peut servir aux hommes et aux femmes. Puisque c'est un livre qui va aider à trouver des solutions
pour se sortir de l'emprise. Et il s'adresse également à l'entourage de la victime qui peut aussi trouver des solutions. Donc, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est victime de violence conjugale, vous pouvez trouver des solutions dans ce livre-là. Et si vous-même, vous êtes victime de violence conjugale, vous pouvez trouver des solutions. Et le petit synopsis, c'est que c'est un couple qui est bien installé, qui a un bon travail, et la femme est enceinte. Et pendant sa grossesse, on lui apprend que son mari est sous une plainte pour harcèlement sexuel au travail. Et donc, ça déconstruit toute la relation. Très intéressant. Oui. Alors du coup, en complément à cette lecture, moi je vous propose un livre qui s'appelle « Nos pères, nos frères, nos amis dans la tête des hommes violents ». Donc c'est un ouvrage qui est proposé par Mathieu Panin. Et donc, c'est un journaliste qui a mené en fait, c'est un recueil. Il a cherché à savoir ce qui se passe, quel est le mécanisme, quel est le schéma, quelle est la démarche qui s'enclenche dans la tête des personnes violentes. Pourquoi elles sont violentes? Qu'est-ce qui les a poussées à agir comme ça? Et surtout, qu'est-ce qu'ils ressentent et qui les amène à cette violence-là? Alors, il ne s'agit pas de dédouaner les personnes violentes. Bien sûr que non. Voilà, mais surtout de comprendre ce qui se passe dans leur tête pour pouvoir mieux les orienter, et puis aussi anticiper sur les bons comportements, sur les mises en garde, comment faire attention. Ben tiens, j'ai remarqué que quand il y a cette situation-là, elle réagit de telle façon, et donc moi je vais anticiper et éviter le pire. Voilà. Ama, on arrive à la fin. Ben oui, hein. On a fait le tour. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour conclure? Mais pour conclure, je veux lancer un message aux femmes ou aux hommes qui sont victimes de violences, tout simplement, conjugales, parentales ou dans le sens contraire, l'enfant envers la maman ou le papa. Mm-hmm. Déjà, sortez-vous de là, parlez, ne gardez pas ça pour vous. La honte doit changer de camp, ce n'est pas à vous d'avoir honte. Même si c'est vrai que les procédures sont longues, n'hésitez pas à porter plainte. Les mains courantes, laissez ça pour les petits vols de scooters à la maison, mais portez réellement plainte. Et puis voilà, protégez-vous. Ouais. Moi, je vais compléter ce que tu as dit. Je suis du même avis que toi. Moi, je veux lancer une sensibilisation pour les familles antillaises. Quand on sait que Jean-Bernard frappe Catherine, quand on sait que Catherine met Jean-Bernard dehors à n'importe quel moment de la nuit, plusieurs fois dans la semaine, ne faisons pas la langue de bois, ne faisons pas comme si ce n'est pas grave et comme si ça ne nous regarde pas. Nous avons notre rôle à jouer pour cette société. Quand on sait que mon fils Jason frappe sa copine, ne considérons pas ça comme étant normal. Quand on sait que ma fille maltraite ses enfants, ne considérons pas cela comme normal. Dénonçons aussi à ce niveau-là. Faisons des réunions de crise, agissons, mais ne banalisons pas ces violences-là. Parce que c'est le point de départ. La famille qui se tait, c'est le point de départ. Voilà, c'est vraiment ça mon message. En famille, ne laissons pas ça sous silence. N'acceptons pas ça à n'importe quel prix. Voilà, chers téléspectateurs, on a fini. Oui. Ama, merci pour ce sujet très sérieux. On espère que ça fera son chemin, que dans les familles, ce sera un bon débat pour mardi après-midi et vendredi soir. On vous dit à très bientôt. Merci de nous avoir suivis. On vous fait plein de bisous et on vous espère loin de toute forme de violence. À très bientôt. Bye bye.